Où t'as vu que les hommes et les femmes communiquaient, toi? Avec les hommes, il ne faut jamais avoir d'idées préconçues. Les hommes et les femmes sont faits pour s'entendre, non? Mais ça n'a rien à voir, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Dans Les ailes d'un homme, je donne la parole aux hommes pour explorer leur regard sur les femmes d'aujourd'hui. Sans filtre et sans jugement, on parle de séduction, de vie de couple, des femmes de 50 ans, des clichés qui s'accrochent encore et de ce qu'ils admirent chez elles. Une conversation authentique et décomplexée où leurs anecdotes, leurs réflexions et même leur silence en disent long parce qu'il est temps d'écouter ce que les hommes n'osent pas toujours dire. Aujourd'hui, je reçois un homme que beaucoup connaissent, mais que j'avais envie de rencontrer autrement. Bruno Solo, c'est une voix, un regard, une présence familière dans le paysage français. On l'a découvert dans Caméra Café, puis à travers de nombreux rôles au cinéma et à la télévision. Mais aussi comme animateur dans ses jeunes années et passionné d'histoire plus tard. Au fil des ans, il a construit un parcours riche avec toujours cette même curiosité, cette envie de comprendre, d'explorer et de transmettre. Mais au-delà du parcours, il y a l'homme, un homme qui observe, qui écoute et qui semble profondément attentif aux relations humaines. À travers ce podcast, j'ai envie de comprendre ce que les femmes représentent dans sa vie, celles qui l'ont construit, celles qui l'accompagnent et celles qui l'inspirent encore aujourd'hui. Parce qu'on parle souvent des femmes entre elles, mais plus rarement de la manière dont les hommes les regardent, les comprennent et les aiment. Alors aujourd'hui, Bruno, j'ai envie qu'on parle des femmes de votre vie. Bonjour Bruno. Volontiers, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, je suis ravie. Moi aussi, ça me fait plaisir que la thématique et le postulat de départ soient de parler des femmes qui ont, après tout, la moitié de l'humanité sont donc des femmes, et l'autre moitié de l'humanité, ce sont les enfants de ces femmes. Et ça, on a tendance à l'oublier, donc voilà. Donc c'est pour ça que le masculinisme triomphant ou la misogynie galopante de nos sociétés depuis toujours et qui semble avoir un nouveau qui ressurgir là très fort au travers des réseaux sociaux est une aberration, quoi. Voilà, une aberration presque intellectuelle et philosophique. Mais donc oui, moi je suis le fruit de la tendresse d'une femme qui était ma maman. Qu'en avait beaucoup aussi pour mon papa. C'était exactement là où puis les femmes de ma vie aujourd'hui, ouais. Alors, justement, on va évidemment parler de votre engagement auprès des femmes, mais avant ça, j'aimerais comprendre ce qui vous a construit, l'environnement dans lequel vous avez grandi, les valeurs majeures que vous avez reçues. Vous voulez que comme ça, que je fasse la liste exhaustive? Allez, c'est parti. J'ai grandi avec des parents aimants déjà, ça c'est quand même essentiel pour se construire avec à peu près peu de sérénité, des parents complices qui ont fini par se séparer pour autant quand j'avais 14 ans, quand nous avions, moi 14 ans et ma sœur 10 ans, mais qui n'ont jamais divorcé, qui sont toujours restés très liés, qui sont toujours restés très tendres l'un vis-à-vis de l'autre. Et voilà, c'est dans cet univers-là de curiosité, d'écoute, d'accompagnement, de tendresse que j'ai grandi. Et c'est vrai que celle qui était porteuse de ce quotidien-là, c'était plus ma maman. Voilà, mon homme était mon père était un homme plus grave, plus concerné par le monde, plus inquiet aussi. Il avait de l'humour, il avait des fulgurances, mais c'était ma maman qui nous apportait cette sorte de désinvolture parfois, de légèreté sur les choses du monde, sur les choses qui pouvaient nous heurter, nous rendre malheureux, nous tourmenter. Elle avait la distance, je trouve, juste et nécessaire pour qu'on puisse s'affirmer avec un peu plus de légèreté que ne le faisait mon père. Pour autant, elle avait un caractère assez volcanique. Elle avait aussi été farouchement indépendante, farouchement attachée à son indépendance, à sa liberté d'agir, à sa manière d'envisager son quotidien. Et elle n'aimait pas trop qu'on entrave cette liberté. Et même nous, ses enfants, ma sœur et moi, elle nous aimait beaucoup, mais on faisait ce qu'elle avait envie de faire et on l'accompagnait éventuellement dans ses envies de sortie, de découverte, de curiosité. Mon père était plus qu'est-ce que vous avez envie de faire? J'aimerais vous faire découvrir telle ou telle chose, alors que ma maman partait à la découverte et disait suivez-moi. Et avec ses petits-enfants, elle était pareille, tant les enfants de ma sœur que les miens.
elle était pareille. C'était pas une mamie gâteau dans le sens où alors qu'est-ce qu'ils veulent faire aujourd'hui? Ça du coloriage, de Elle la embarque. pâtisserie. Non, elle embarquait, elle dit: «Ah non, aujourd'hui je vais cueillir des fleurs, on va se balader», et puis il fallait suivre. Et cette force-là, cette énergie-là, je lui dois beaucoup. Voilà. Et justement, est-ce que vous pensez qu'il existe une transmission différente entre un homme et une femme dans l'éducation? Ça dépend parce que sur des valeurs fondamentales, sur des valeurs essentielles qui font l'être humain qu'on devient, je ne crois pas qu'il y a une différence si fondamentale entre l'éducation d'un père et d'une mère. Et ce truc un peu genré, justement, c'était pas tout à fait dans l'ADN de ma famille. Ouais. C'est-à-dire que c'était un relais qui se faisait assez naturellement. Mon père se sentait pas obligé de m'apprendre, je ne sais pas moi, ce que c'était que d'être un homme. Par contre, ce que c'était d'être un humain, oui. Mais ils étaient pas trop dans ces schémas-là. Et ma maman non plus, elle se sentait pas obligée de nous apprendre ce qui lui semblait être la transmission que devait donner une femme. Et mon père, la transmission de ce que devait donner un homme. En revanche, après, ils avaient des caractères. Elle reste une femme, il restait un homme. Et effectivement, leur réaction, qu'elle soit épidermique, affectueuse, etc., était différente. Mais sur l'éducation à proprement parler, déjà, je crois qu'il faut une harmonie. Il faut être à peu près d'accord, parce qu'autrement, nous, les enfants, on est malins. On le sent. On le sent. On sent quand il y a la Une possibilité de faille. s'engouffrer dans une faille, dans une brèche, et de sentir que, tiens, papa sera plus souple Ouais. là-dessus, maman, au contraire, plus rigide là-dessus, et vice-versa. Donc, voilà, on joue. Donc, c'est là qu'il faut, effectivement, même si après, et je le vois, moi, en tant que parent, maintenant, avec... bon, alors, nos enfants sont grands maintenant, mais on n'était pas nécessairement d'accord avec ce qu'on essayait d'inculquer à notre fille ou à notre fils à certains instants T, mais on le montrait pas. Bah oui. Mais après, dans On débriefe l'alcôve, derrière. on débriefe derrière, voilà, et ça me semble. Et de ce point de vue-là, je crois que effectivement, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, ce qui est essentiel, c'est de donner des choses qui, voilà, transmettre des choses qui rassurent aussi. Un enfant, ça a aussi besoin de grandir et de se rassurer sur le monde qui s'offre à lui plus tard. Bien sûr. Et le monde qui s'offre à nous plus tard, c'est le vrai problème. C'est pas l'instant présent le problème, c'est souvent la projection Dans l'avenir, Voilà. ouais. Aujourd'hui, vous êtes le papa de Tom et d'Angèle. Est-ce que devenir père vous a amené à remettre en question, voire à déconstruire certains schémas, certaines croyances que vous avez pu recevoir? Parce qu'on arrive avec aussi notre bagage Bien sûr. d'éducation. Non, mais vous avez raison, mais bah non, au contraire. Moi, je suis, comment dire, j'ai pas beaucoup de mérite à être un papa. Bon, j'espère être un chouette papa de ce que je devine, de ce que me disent mon fils et ma fille, notre fils et notre fille, de ce qu'ils nous disent, mais je vais parler que de mon cas. Il me semble, voilà, que j'ai pas complètement loupé l'accompagnement au quotidien de mes enfants. Voilà. Ma capacité à les écouter, à les entendre aussi parfois, heu, à les rassurer, à leur transmettre quelque chose. Bon, de ce que j'entends, de ce que je vois de nos échanges encore aujourd'hui, c'est quand même, voilà, je suis pas complètement passé à côté. Sur certains trucs, sans aucun doute, mais ils ont eu l'occasion de me le dire ou pas, mais voilà. Mais j'ai pas beaucoup de mérite, comme je vous le disais, parce que j'ai grandi dans une famille, justement, où nous avions le sentiment avec ma sœur, qu'à aucun moment, il y avait des sujets interdits, ou des sujets même tabous, ou des choses qu'on n'aurait pas pu évoquer sous prétexte que ce ne serait pas de notre âge, ou qu'on n'avait pas les moyens intellectuels de se poser cette question. Nos parents adaptaient... La parole était ouverte. La parole était totalement ouverte. Et si je me suis engagé plus tard sur certains sujets sur lesquels on va peut-être venir, Ouais. c'est parce que sans aucun doute, effectivement, j'ai pas vécu je me sentais suffisamment outillé, voire armé pour d'autres sujets, mais outillé dans la vie pour pouvoir répondre de manière empathique, sans que cette empathie me submerge, parce que l'empathie, quand elle vous submerge, etc., après, vous n'êtes plus capable d'agir, etc. Il faut garder la juste La bonne distance. distance, ouais. Et bien ça aussi, mais mon père, ça notamment, me l'a extraordinairement bien transmis. Cette capacité à garder, si ce n'est du sang-froid, mais la distance nécessaire pour continuer à être potentiellement un aidant. Parce que quand vous êtes totalement submergé par la compassion, par la tristesse, même par quelque chose, par un pathos qui vous envahit, effectivement, là, vous êtes pas
aussi susceptibles de bien aider. Et ça, je crois que c'est des choses qui nous ont bien transmis. Garder la curiosité, de l'empathie, mais pas non plus tomber dans une sorte de charité chrétienne bien ordonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bon, évidemment, moi je suis né dans une famille très athée, très agnostique. Tant du côté de mon père que mère, je suis même pas baptisé, j'ai pas de deuxième prénom. Ma sœur non plus d'ailleurs. On n'a pas eu d'éducation religieuse. Et pour autant, la chose religieuse, la liturgie, la musique, l'art, même la littérature liturgique, et le fait d'aller même voir des vieilles pierres, des églises, faisait partie de mon éducation aussi. Ouais. Parce que si tout d'un coup, j'avais eu une vocation, je pense pas que mes parents nous auraient dit quoi, qu'est-ce que ça, ils étaient. Ils vous ouvraient sur tous les univers. Voilà. Et donc, fort de cela, j'ai moins de mérite que des gens qui se construisent, si ce n'est en opposition, mais malgré l'éducation qu'ils ont reçue. Moi, je suis très admiratif de mon épouse pour ça, par exemple. Parce que mon épouse, elle a reçu, alors ma belle-mère, avec qui je m'entends extraordinairement bien et qui on est très complices. Pour autant, elle a la lucidité et l'honnêteté de reconnaître qu'effectivement, ils n'ont pas toujours offert le même champ de réflexion que je pouvais avoir moi à la maison. Et Véronique, elle s'est construite en se disant que d'autres chemins étaient possibles, d'autres voies. Elle s'éclairait elle-même en allant, en n'ayant pas nécessairement toutes les atouts pour pouvoir aller regarder le monde autrement. Voilà, il y avait un schéma de pensée qui était parfois très généreux. Mon beau-père, hélas, que j'ai pas suffisamment connu parce qu'il est mort très tôt, quand on était au début, dès le début, on était ensemble avec mon épouse. Je sais que c'était un mec formidable, mais enfermé dans des schémas qui n'étaient pas ceux de mes parents. Mes parents, il n'y avait rien qui les choquait. Ouais, pas eu besoin de se construire en même temps que de transmettre. Non, voilà, ou déconstruire. exactement. Ouais. Donc mes parents, il n'y avait rien qui les heurtait fondamentalement. Si c'était l'injustice, tout, la méchanceté, la bêtise humaine, etc. Mais par exemple, rien dans les comportements sentimentaux. Très vite, on a abordé la question de l'homosexualité. On ne parlait pas encore, effectivement, de LGBT+, à l'époque. Il n'y avait pas ce spectre aussi large qu'il l'est aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était déjà une belle ouverture d'esprit. C'était une ouverture. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui n'en parlaient pas. C'était tabou. Alors là, pour le coup, dans les médias, pas dans la littérature, évidemment, qui est toujours beaucoup plus en avance que le monde, que l'état de notre société. Mais c'est vrai que tous les sujets étaient abordés sans qu'on ait l'impression que ça puisse gêner. Voilà. Et vous avez évoqué votre sœur. Ça change quoi dans la manière de regarder les femmes quand on a une sœur? Je sais pas, mais j'ai grandi avec elle vraiment, parce qu'en plus, on avait une chambre commune. Donc, on n'a jamais eu... ma sœur n'avait pas sa chambre, ni moi la mienne. On était dans la même chambre. De moment de sa naissance, où j'avais 5 ans quand elle est née, jusqu'au moment où elle a quitté le foyer, elle, un peu avant moi. Les femmes sont toujours un peu plus en avance sur cette chose-là. Pas toujours, mais souvent. Et elle est partie, elle avait 17 ans. Donc, entre 5 et 17 ans, moi, j'étais dans la même chambre que ma sœur. Et je pense qu'effectivement, cette cohabitation forcé, de fait, parce qu'on n'avait pas le choix, l'appartement était petit. Moi, j'avais un milieu plutôt ouvrier, populaire, où on vivait, évidemment pas dans l'opulence, mais pas non plus dans la misère. Mon père gagnait correctement sa vie, mais on vivait dans ce petit appartement. Et le fait d'être au quotidien avec ma sœur, effectivement, d'observer, d'entendre ses tourments, d'entendre l'arrivée, par exemple, de ses règles, par exemple, des choses comme ça. Être confronté très vite au quotidien d'une fille dont le corps change, au même titre que moi, bien entendu, mais c'est plus bouleversant, le changement hormonal d'une fille, que le changement hormonal dans ces âges-là, en tout cas, que pour un garçon. Le fait de parler de ces choses-là, d'être confronté donc à ça, confronté aussi à des peines, à des joies, etc. On se disputait, oui, bien sûr qu'on se disputait, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce qu'on était quand même un peu contraints, non, contraints, c'est pas le mot, mais on était encouragés.
ouais, encourager à écouter l'autre. Ouais. Moi aussi, elle a écouté mes peines de cœur. Moi aussi, je l'ennuyais avec mes histoires, etc. Alors, évidemment, par contre, après, dans le quotidien, quand mes parents disaient tu vas au cinéma, t'amènes ta sœur. Ah, ouais, je suis avec des potes. Il y a un âge où le Oui, gap, oui, oui. il est infranchissable. Quand vous avez 15 ans et que votre sœur, elle a 10 ans, et qu'à 15 ans, vous n'avez qu'une envie, c'est faire le con avec vos copains, etc. Et que là, votre sœur, elle a 10 ans, amène-moi au cinéma, amène-moi dans les booms. Là, oui, Ouais. effectivement, ça m'énervait. Ouais. Mais pas au point que dans la chambre, le soir, lorsque nous nous retrouvions, au moment, d'aller se coucher, quoi, et pas au point d'être dans des situations difficiles. Et là aussi, par exemple, par rapport à l'intimité, on était dans la même chambre. Donc ça aussi, l'intimité, le corps qui change, le mien, avant le sien donc, parce que j'étais plus âgé, mais le sien, la proximité de la salle de bain, parce que notre appartement était agencé n'importe comment. On rentrait dans un salon-cuisine, enfin dans la cuisine, qui était aussi le salon, puis dans la chambre de mes parents, qui était aussi la pièce principale, et puis un tout petit couloir, mais un couloir, quand je vous dis petit, il faisait 1,60 m de long, quoi, Ouais. et qui atterrissait dans notre chambre, et puis après, il y avait la salle de bain. Donc, il y Ouais. avait une circulation... Dans la chambre. Oui, il y avait une circulation dans notre chambre, Ouais. et il y avait une circulation aussi des corps. Et donc, évidemment, mes parents, ostensiblement, ne se baladaient pas à poil, et nous non plus, on se baladait pas ostensiblement à poil. Mais ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver parce que vous n'êtes pas tout le temps en train de dire, oh, putain, le peignoir, le truc, le pyjama. Moi, je dormais nu, ma sœur dormait nue aussi. Et je veux dire, tout ça fait qu'il y avait une sorte d'acceptation, de conscience de l'autre, de son intimité, qu'il ne s'agissait pas d'aller, voilà, de rentrer dans l'intimité de l'autre, ou même de l'observer, mais en tout cas quelque chose d'assez naturel qui m'a aussi habitué à, voilà, à être à l'aise avec ces questions-là, Bah oui, ces ça compte. sujets-là. Mais c'est vrai que c'était notre appartement, quand j'y repense, on en parlait avec ma sœur il n'y a pas très longtemps, c'était complètement aberrant, quoi. Ouais. C'était aberrant parce que pour y circuler normalement, il y avait une sorte de va-et-vient. Il y avait Voilà, une même chambre pour, au passage. voilà, ouais. Mais à une époque, c'était pas le cas parce qu'on avait les toilettes dans la cour. Donc là, il fallait sortir de la maison et tout par la cuisine, là, pour aller dans la cour. Mais quand mon père a enfin construit des toilettes dans la salle de bain, d'ailleurs, c'est un souvenir très puissant, ça, en fait, quand tout d'un coup, c'est devenu plus une épreuve d'aller faire ses besoins naturels, mais que c'était dans le confort douillet d'un appartement. On y passait des heures, c'était la dispute. Ouais, il fait 2 heures que t'es là. Ouais, je sais, ouais. Et est-ce que le modèle de couple de Ouais, vos je parle de parents... tout, hein. Ouais, non, mais c'est bien, c'est parfait. Et est-ce que le modèle de couple de vos parents, a influencé le vôtre? Non, pas influencé parce que chaque couple a son histoire, mais en tout cas, il a il m'a imprégné de la tendresse que mes parents avaient l'un pour Mmh. l'autre. Je voyais les gestes qu'ils avaient l'un pour l'autre, de tendresse, de délicatesse, d'attention, d'amour, ça aussi, dû la proximité, bien sûr que j'ai entendu aussi ces choses-là. Voilà, donc j'étais confronté aussi à l'idée de ce que c'est plus des parents qui s'aiment. Mmh. Et puis un jour, ils ont cessé de s'aimer. Mais ça aussi, ça a été, j'ai trouvé ça assez remarquable, la façon dont nos parents nous ont annoncé. Alors ma sœur était un peu plus petite, hein, elle avait 9 ans, moi j'en avais 14. La façon dont ils nous ont dit: «Bon, ben voilà, il y a moins de tendresse, il y a moins d'amour, on n'a pas envie que vous subissiez, voilà, Mmh. ce désamour, donc nous allons nous séparer». Moi, évidemment, sur le coup, ça a été un peu compliqué, ma sœur aussi, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas été un traumatisme. Je le sais. Je le sais parce qu'on en a parlé. Je le devine pas, je ne présage pas de ce que pensait ma sœur. Je sais que ça a été un peu plus compliqué pour elle. À son âge, 9 ans et tout, elle a moins longtemps vécu avec des parents amoureux que moi, je n'ai vécu avec, Mmh. mes parents amoureux. Mais pour autant, on continuait à se voir, ils continuaient à se voir. Mon père a refait sa vie avec une femme extraordinaire d'ailleurs. Ma maman moins. Elle était, je crois que fondamentalement, elle était, que je vous disais, était farouchement éprise de sa propre liberté. Elle avait vécu longtemps avec son mari, donc mon papa, et je crois qu'après, elle a eu quelques petites aventures comme ça, qu'elle nous a pas imposées, mais qui étaient sa liberté à elle. Et puis très vite, elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait envie, c'était de vivre ce qu'elle avait envie de vivre à l'instant, Ouais. voilà. Et vous viviez avec votre, Oui, avec maman? notre maman, ouais, on Ouais. vivait tous les 2 avec notre maman. C'était beaucoup plus simple, plus logique. Et puis,
Et puis c'était chouette là où on habitait. Même si l'appartement était petit, il était chouette. Il était dans un quartier. Moi, j'ai grandi en face du centre Georges Pompidou, pas loin du Forum des Halles. Ça m'intéressait moins. Mais le centre Georges Pompidou, moi, beaucoup de ce que je suis est constitué par ma fréquentation assidue du centre Georges Pompidou. C'est-à-dire qu'à partir de 77, quand le centre Georges Pompidou ouvre, j'ai 13 ans. Et à partir de là, de 13 ans, je passe ma vie à la bibliothèque et dans les expos et dans le théâtre de rue, parce que le théâtre de rue à Paris est vraiment né sur le parvis du centre Georges Pompidou. Ma vocation théâtrale, elle vient de là. Mon amour des livres, alors que je partageais à la maison, parce que mes parents adoraient les bouquins et tout, et nous voyageaient beaucoup. Mais je sais que mon enrichissement personnel, mon émancipation de la culture de mes parents, qui était la leur, et qui nous transmettaient, mais à un moment, tu as envie de lire tes bouquins, de lire tes bandes dessinées, voir tes films, lire tes propres journaux, te faire ton avis, je le sais que c'est grâce à Georges Pompidou. Donc, il n'était pas question, mon père, lui, s'est installé beaucoup plus loin dans Paris, vers la Villette. Ça nous amusait pas avec ma sœur. Alors, on allait le voir régulièrement, il venait nous voir. Mais je vous dis, ils sont restés très tendres jusqu'à la fin. Mes parents sont partis à peu d'intervalle. Mon papa en 2018, ma maman en 2019. Et je me souviens, un peu de temps avant la disparition de mon père, de la tendresse, des coups de fil. Parce que mon père est parti subitement. Il est tombé malade et en 10 jours, il est parti. Et maman, ça a été plus long, hélas. Mais je veux dire, je me souviens des coups de fil réguliers qui se donnaient sur quotidien, sur leurs inquiétudes. Ouais, vous n'avez pas subi les disputes, le déchirement, etc. Jamais. Ah si, pas vous mentir. Oui, mais enfin, au début, quand ils sont séparés. Je parle des disputes et du déchirement d'un divorce. Le déchirement, les reproches, ouais. les non-dits. La prise à partie. La prise à partie, exactement, vous avez raison, ça c'est essentiel. Ouais. C'est essentiel d'épargner l'enfant de ton histoire personnelle, parce qu'après tout, on naît et on disparaît tout seul. Donc, chaque histoire, c'est pour ça que je suis imprégné de cette tendresse qu'avaient mes parents l'un pour l'autre. Mais pour autant, c'est pas le même schéma que je vis. Chacun on vit tous nos histoires. Mais c'est vrai que si jamais on devait séparer, ce qui n'arrivera pas, je le dis avec une sorte de certitude qui peut paraître surprenante, mais je sais que ça n'arrivera pas. Si ça avait dû arriver, je sais que jamais, là pour le coup, j'aurais pris vraiment exemple sur l'attitude de mes parents. Vraiment. Alors justement, votre couple, j'ai écouté beaucoup de vos interviews pour préparer ce podcast et vous dites « Ma joie d'apprendre est plus grande que celle de savoir ». Vous êtes un insatiable curieux et ça me donne envie de vous poser une question. Comment reste-t-on curieux de la même femme pendant 25 ans ? Quel est le secret ? Je ne répondrai pas à tout parce que c'est extraordinairement intime comme question. Mais une des choses qui fait qu'on est toujours aussi liés, c'est qu'on n'a pas peur de sacraliser une certaine idée de la routine qui fait tant peur quand vous lisez, quand vous entendez des témoignages, quand vous écoutez autour de vous, même des couples, la routine qui s'installe, on fait plus rien. Ouais. Alors oui, effectivement, il y a des périodes où on est très actif, on bouge, on fait plein de choses. Puis il y a des périodes où effectivement, il y a une sorte de c'est pas de la paresse, mais une sorte d'oisiveté, de confort du quotidien qui s'installe, qui peut, pour certaines et certains, les scléroser, les bouffer, les tétaniser, leur faire peur. Moi, non. Nous, non. Nous, on a toujours essayé de faire en sorte que cette routine devienne quelque chose dont on s'amuse. On se regarde l'un et l'autre de temps en temps, sous le plaid, en train de regarder un film. Pas nécessairement le même, des fois. Moi, je regarde sur ma tablette un film que j'avais envie de voir. Véronique en regarde un autre. Des fois, je regarde du sport. Elle n'est pas très sport à la télé, ma femme. Et là, elle me dit non, mais ça ne me dérange pas et tout. Et puis, voilà, le petit verre de vin ou un truc comme ça. Tout ça. Et puis, l'autre ciment du couple, je crois, ça, j'en suis même persuadé, c'est la fantaisie. Et la fantaisie, ça permet de garder quelque chose d'alerte. Quelque chose d'alerte dans le couple, se charrier, marquer les petits défauts, les petites manies de l'un, de l'autre, les stigmatiser presque, en faire presque un jeu. Et nos enfants notre fils, ça y est, il vit plus à la maison, mais quoi qu'il y ait très souvent quand même. Et c'est tellement pratique. Et il est vraiment pas loin de nous, donc souvent, toc, toc, toc. Ah, tiens, tu viens. Bah ouais, tu dis, ce serait sympa qu'on mange ensemble ce soir. Enfin, ça fait 4 fois cette semaine quand même. Et mais
Mais il est mignon. Il est tellement gentil, Tom. Mais notre fille qui vit, elle, pour le coup, toujours avec nous, c'est ça aussi, quoi. Ils voient, nos enfants, pas mal d'humour. Un humour, même parfois, On se demande de ouais. qui ils tiennent. Bah, de nous 2, vraiment. Parce Ouais. que Véronique est très, Ouais. très, très, très drôle. Mais vraiment très, très drôle. Elle est très drôle, au point que c'est la seule jalousie que je peux avoir à son égard. Des fois, je la trouve beaucoup plus drôle que moi. Déjà, elle est très drôle, elle a beaucoup de sang-froid, elle est très centrée aussi. Elle n'est pas du genre à s'affoler. Moi, je peux vite monter dans les tours. Ça aussi, par exemple, quand on se dispute, ce qui est rare. Moi, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, c'est avec toi que je veux me disputer jusqu'à la fin de mes jours. Et puis finalement, on se dispute. C'est joli. Hein. Ouais, c'est joli comme formule. Et le mec très fier de lui. Mais c'est vrai que j'étais content de l'avoir trouvé et de lui avoir dit. C'est une des choses qui ont contribué à ce qu'elle ait une certaine affection pour moi. Mais moi, ce qui me fascine chez Véronique, c'est qu'elle n'est pas du tout. Elle a conscience du conflit, mais elle n'est pas conflictuelle. Alors que moi, je peux l'être un peu. Je peux chercher ma petite bête avec des potes, dans les discussions, dans ma vie de tous les jours, chercher un petit peu, voilà, provoquer un peu. Véro, elle n'est pas comme ça. En revanche, elle a une manière de désamorcer les conflits qui est, je pense, aussi quand même pas mal une faculté qu'ont les femmes par rapport aux hommes. C'est-à-dire cette façon de nous regarder de temps en temps quand mon œil tourne et dire t'es ridicule. Tu devrais te regarder, je te jure, t'es grotesque. Là, je te regarde, je te vois monter là depuis 10 minutes. C'est ridicule vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis d'un truc que je vois à la télé où je suis debout sur le canapé. Non, mais comment il peut se permettre? T'es grotesque. Assieds-toi, je te jure, t'es grotesque. Moi, ces moments-là, elle le fait avec un tel sens du tempo, un tel sens du rythme, une telle maîtrise de la fantaisie, etc., que même si c'est un reproche, tout d'un coup, ça désamorce beaucoup de choses chez moi et je me regarde, je me vois debout, je me vois en train d'invectiver le monde entier, parfois elle, ou avec des grands gestes, etc., d'en faire des tonnes. Et je me vois, là, tout d'un coup, comme si j'avais un miroir en face de moi. Et là, évidemment... le soufflet retombe. Le soufflet retombe souvent, ouais. Et puis oui, alors, et puis après, oui, bien sûr, on va pas se mentir, vivre toujours... Mais je sais pas, on est profondément amoureux, c'est mon âme sœur, je pourrais pas vivre, c'est ma meilleure amie, c'est avec elle que j'aime faire le plus de choses, c'est ma femme, c'est ma complice, c'est ma confidente, c'est celle aussi à qui j'ai, je le dis sans aucune sentiment de supériorité, mais c'est vrai que je l'ai plus initiée à la culture en règle générale qu'elle ne m'y a initiée. Moi, je vous dis, j'ai grandi dans cette famille, je me suis beaucoup construit avec les livres, avec la culture, etc., divers et variés. Elle, un peu moins, mais par contre, elle est avide de dévorer, gourmande et ça, c'est une sorte de fierté pour moi aussi de lui dire, bah, lis ça, voyons ça, allons voir un tel truc. Et maintenant, c'est elle même qui prend souvent l'initiative, notamment pour les musées, pour les expos. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, elle y est. Mais sur les réseaux sociaux, quand on sait s'en servir, c'est pas à vous que je veux dire le contraire, c'est une source extraordinaire de curiosité, d'arborescence intellectuelle. Donc une curiosité commune, en fait. Oui, c'est un alors, trait de caractère que vous avez en commun. À mort. Mais elle l'avait de manière, je vous dis, quand je l'ai rencontrée, elle était... c'est pas le mot avide, je cherche le mot depuis tout à l'heure. Elle était friande de savoir, de découvrir autre chose. Oui, avec un certain manque dont elle n'a pas fait le reproche à ses parents, qui étaient occupés, qui étaient des parents, voilà, dans le labeur. Mon père, par exemple, pour revenir à lui, il travaillait, mais il s'arrêtait de travailler quand il en avait envie. Mon père était capable de pendant 3 mois dire je bosse pas, rien à foutre. Oui, et hop, on partait en voyage. Oui, je crois que vous êtes parti au Mexique, c'est ça? Au Mexique, aux États-Unis, au Guatemala, Honduras. J'ai tout fait dans le désordre là. Canada, États-Unis, Mexique, Guatemala, Honduras. On est parti comme ça, lui et moi, comme un voyage initiatique. En 74, on est aussi parti au Portugal pour vivre la révolution de l'intérieur. Et mon père avait cette capacité, de temps en temps, quand il estimait qu'il avait un petit peu l'argent de côté, comme il était absolument pas matérialiste. Mes parents n'étaient pas du tout matérialistes. Il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de bagnole, il n'y avait pas de dépenses particulières. La vie était peut-être aussi un peu moins chère dans les années 70 et 80 quand moi j'étais en âge d'être adolescent et de vivre avec eux. Et c'est vrai que
Du côté Véronique, on était dans le labeur difficile. Mon père était ouvrier dans le bâtiment, mais il choisissait ses chantiers. Il travaillait sur des chantiers. Il n'a jamais voulu être patron. Il avait la possibilité de Il avait choisir. la possibilité. C'était une époque où effectivement être ouvrier dans le bâtiment, il était OHQ, ouvrier hautement qualifié. Et il me disait toujours ni Dieu ni maître, comme disait Nietzsche, ni contre-maître. Donc il n'a jamais voulu être patron. Il a proposé 1000 fois d'être patron. Non, il voulait garder farouchement cette indépendance, comme ma maman d'ailleurs. Et donc voilà, et donc c'est vrai que nous, on était souvent avec nos parents, on faisait beaucoup de choses avec eux, ce qui n'était pas le cas de Véronique. Donc elle s'est construite par-dessus cela, et quand elle m'a rencontré, elle a aimé mon appétit de curiosité, de « Ah tiens, on pourrait faire ci, tiens, il faudrait qu'on entende ça, qu'on regarde ». Et maintenant, c'est elle qui l'a beaucoup. Moi, il peut m'arriver, bon, 60 piges, hein, je deviens un peu feignant, et de temps en temps, d'avoir des week-ends... On est bien là, non? Oui, non, on va bouger. Ah bon, d'accord, on va bouger. Et là, on va voir telle expo, tel truc. C'est elle qui prend toutes les initiatives des expos qu'on va voir à Paris et en province et en banlieue, etc. Et ça, donc voilà, ça aussi, c'est un moteur dans un couple de se dire faisons quelque chose, etc. Voilà. Et qu'est-ce que votre femme vous apprend aujourd'hui sur les femmes? Est-ce qu'elle vous apprend encore des choses sur les femmes? Bah oui, bien sûr. Oui. Alors moi, j'ai toujours été proche de ces sujets-là, vous le savez, du fait aussi du militantisme de ma maman, des engagements de mon papa aussi. Mais bien entendu que je suis pas à l'abri de certaines, comment dire, certains réflexes enfouis, même sans qu'on veuille, sans qu'on s'imagine qu'ils soient. Oh, c'est si grave que ça voilà, qu'est-ce que tu nous as préparé? Ouais, qu'est-ce que tu nous as préparé? Je le dis plus ça, mais je le disais, bien sûr il m'est arrivé de le dire. Voilà, des réflexes un peu conditionnés. Alors évidemment, partage des tâches, tout ça, c'est jamais une question que je me suis posée. À la maison, on n'avait pas ça aussi, par exemple. Ça aussi, mes parents, c'était pas, je voyais pas des tâches allouées en fonction de genré, quoi. Mon père, s'il était à côté du lavabo, c'est lui qui faisait la vaisselle. S'il était à côté de l'aspirateur, c'est lui qui le passait. Et si c'était la cuisine, il cuisinait. Et vice-versa. Donc, il se posait pas la question de « j'attends », voilà. Bon, moi non plus. Moi, je me pose pas cette question. Sauf pour la cuisine, parce que là, il y a pas jeu, quoi. Il y a pas de possibilité. À chaque fois que j'ai tenté de faire des plats, j'ai vu la gueule de mes enfants et de mon épouse. Bon, écoute, demain, je m'y remets. Volontiers. Et c'est pas par mauvaise volonté, c'est que je suis pas doué. Donc là, la cuisine, c'est pas moi. Mais pour le reste, ce qu'elle m'a appris, c'est qu'elle m'apprend à toujours rester vigilant sur les attitudes qu'on peut avoir, sur les mots qu'on peut, sur un comportement en général. Alors, je suis plutôt bien armé sur ces sujets-là, parce que j'y travaille depuis très longtemps. Mais par exemple, dernièrement, c'est elle qui m'a fait découvrir le livre de Julia Foyce, Pas tous les hommes quand même, sous-titre, mais à chaque fois un homme. C'est elle qui m'a fait lire. Et moi, au début, je lui dis, mais chérie, je travaille sur ces sujets depuis des années, je sais. Pas besoin de lire ce livre en plus. Elle me dit, lis-le quand même. Et effectivement, à l'aune du talent de Julia Foyce, j'ai reverbalisé des choses que je pensais tellement acquises, que je pensais maîtriser, sur des sujets, sur des chiffres même, sur certains chiffres, sur le divorce par exemple. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, quand une femme divorce, à 70%, c'est les femmes qui sollicitent le divorce, pour des raisons qu'on peut imaginer souvent. Mais une fois le divorce prononcé, la plupart des femmes perdent 50% de leur salaire, se retrouvent... Alors que c'est seulement 3% des hommes qui sont concernés quand c'est 30% des femmes par un déclassement social. Donc même dans le cas d'un divorce, qui est a priori un acquis social, quoi, genre un homme et une femme ne s'aiment plus, pim, ils peuvent divorcer, se séparer devant la loi, etc. Dans le divorce, la plupart du temps, c'est l'homme qui s'en sort et la femme moins bien. Donc c'est une violence aussi. Mais aussi parce que les revenus souvent des femmes sont inférieurs à parce ceux qu'il n'y a des pas hommes. d'égalité sur les salaires, même à travail égal, la femme sera moins bien payée. Enfin, ça je le savais. Mais par contre, sur certains sujets dans le livre qu'elle évoque de manière très frontale, ça m'a remis l'envie encore de m'engager encore un peu plus. Et là, c'est Véronique qui a insisté. Elle a insisté pour que je le lise. Puis voilà. Et puis dans notre couple, effectivement, c'est des sujets sur lesquels on parle tout le temps. Je lui dis, vous avez quand même beaucoup de mérite, les femmes, à continuer à nous aimer.
Vraiment, je le pense. Il y a beaucoup de femmes, mais je trouve qu'elles ont encore du mérite à nous aimer. D'autant que, techniquement parlant, un monde que de femmes pourrait, techniquement parlant, exister. Un monde que d'hommes ne peut techniquement parlant exister. Ouais, C'est-à-dire que bien des sûr. femmes, si elles ont été prudentes avant, qu'elles ont tout mis, tout bien congelé, eh ben, elles peuvent se reproduire et peut-être même refaire des générations de garçons qui seront un peu mieux éduqués. Voilà. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a ça aussi. Et dans le livre, c'est abordé de manière avec beaucoup d'humour par Julia Foyce, évidemment. Mais elle me dit, arrêtez de faire les cons, hein, parce qu'on va pouvoir se passer de vous. Hein. Si jamais vous continuez, donc voilà. Alors elle a dit avec cette ironie-là, mais il y a une vérité. C'est vrai, elle dit, à un moment, on a envie de dire aux hommes ils disent les hommes, pour qu'ils continuent à être aimés, soyez aimables. Aimable. Mettez-vous en capacité d'être aimé. aimé, ouais. Et voilà. Et ça, Véronique, là, c'est des sujets sur lesquels on est plutôt d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas d'accord qu'il peut pas y avoir des nuances. Et c'est ces nuances qui font la richesse de notre relation là-dessus aussi. Ouais. Et est-ce que vous aimez chez elle des choses aujourd'hui qu'elle n'avait pas forcément il y a 25 ans? Non, pas que j'aime plus, mais que j'admire. Je l'ai admirée très vite. Parce qu'elle a une histoire personnelle aussi, hein, on a tous une histoire personnelle, qu'elle a racontée avec une sobriété, une élégance, un choix sémantique, etc. Au tout début où je l'ai connue, où elle n'avait pas le même bagage intellectuel qu'elle a aujourd'hui, qu'elle s'est construit à force, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, la femme que j'ai aimée il y a 25 ans est la même aujourd'hui, sur les fondamentaux. Mais par contre, ce que j'admire, effectivement, c'est sa capacité à continuer à grandir. D'ailleurs, en préface de mon livre, j'avais mis en exergue de mon bouquin, j'avais mis à ma femme, à ma femme qui ne cesse de m'inspirer, et à mes enfants qui ne cessent de m'élever. Voilà, l'idée d'être élevé par ses enfants et d'être inspiré par celles qu'on aime, parce que aimer, c'est mieux que l'amour. Ça, c'est pas de moi, hein, c'est de Baudelaire. Ouais. J'admire le chemin qu'elle continue à parcourir. J'admire le fait qu'elle est toujours aussi tenace et qu'elle ne lâche pas Par exemple, là, elle est maquilleuse au cinéma, mon épouse. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle est maquilleuse dans le cinéma. Mais depuis des années, elle peint. Elle dessine très bien. Elle peint. Et depuis des années, je lui dis, tu devrais en faire, si ce n'est ton métier, parce que c'est son choix. Maquilleuse au cinéma, c'est un sacré métier. Mais je lui dis, tu devrais consacrer plus de temps. Et là, elle était un peu dans le syndrome, qu'ont beaucoup de gens, hein, de l'illégitimité, de l'imposture. De l'imposteur, ouais. Ouais, oui, mais il y en a d'autres. En plus, comme on va voir énormément, qu'on est dingue de peinture, qu'on va voir énormément d'expos, de peintres, et sur toutes les périodes. Moi, j'aime la peinture baroque, la peinture de la Renaissance, comme la peinture contemporaine. Et donc, on voit beaucoup de choses. Donc, voilà, elle est submergée par tous ces talents divers et variés, de femmes et d'hommes peintres, plasticiens et tout. Donc, longtemps, je dis, bon, ok, fais ton chemin. Et là, depuis quelque temps... elle s'y consacre vraiment beaucoup, au point qu'elle va bientôt faire sa première expo, parce que son travail a été remarqué, parce qu'il est remarquable, parce qu'elle a un talent fou. Et j'aime ça. J'aime le fait qu'elle a mis le temps, c'est son temps à elle, c'est sa gestion, effectivement, de ce temps-là, de création, qui est plus long que le mien, par exemple. Moi, je suis quelqu'un qui ne procrastine pas. Dès que j'ai une idée, il faut que je la mette en vie, ouais, action. C'est ça, en action. Ça ne veut pas dire qu'elle sera relayée, qu'elle sera vécue, filmée, racontée, quoi que ce soit, mais j'ai besoin. Et Véronique, ça dit, j'étais un peu mon impatience chronique. Elle me dit, mais c'est bon, laisse-moi. Et ça, j'admire cette capacité qu'elle a de sang-froid à se dire, c'est pas le moment, j'irai petit à petit. Bon, qui était un peu teinté aussi de cette inquiétude et de cette que vous avez ce syndrome de l'imposture et tout. Ouais. Ça évidemment, elle a aussi son orgueil, il va pas me l'avouer tout de suite. Ouais. Mais quand même, elle m'a dit, mais au-delà de ce sentiment d'imposture, il y avait quand même ce sentiment que c'était pas le moment. Et là, ça l'est. Vous avez dit avoir toujours été attiré par des femmes de votre âge. Qu'est-ce que vous voyez chez une femme qui mûrit que certains hommes ne voient pas? Oh, moi, je suis pas dans la peau des autres hommes. Il y a beaucoup Mais vous voyez des choses. Écoute, donc ça peut peut-être les éclairer. Je sais pas, j'ai toujours été attiré, oui, par les femmes. Je sais pas, parce que
Je crois que ce qui m'intéresse le plus dans les rapports humains, c'est le vécu déjà. Mmh. C'est ce qu'on a déjà vécu, la capacité à pouvoir raconter. Moi, je me suis vu, la manière que j'ai de m'exprimer à 12 ans n'est pas la même qu'à 16 ans, qu'à 18 ans, qu'à 20, 25. Et au fur et à mesure, j'étais assez, comment dire, pas obsédé, mais très concerné par l'idée que plus on vieillit, plus l'expression de nos idées doit être exprimée avec le plus de justesse possible. Ça, c'est un travail quotidien chez moi. Mmh. Trouver le bon mot, pas nécessairement la bonne formule, mais les mots. Vous savez, il y a un poète qui disait: les mots qui surgissent de nous disent des choses que nous ignorons d'eux. Et je trouve ça très vrai, parce que les mots, des fois, quand ils sont dévoyés ou mal utilisés, tout d'un coup, vous vous dites: mais c'est pas du tout ça que je voulais exprimer. Donc, j'ai toujours été assez intéressé par la littérature, et donc très tôt, j'avais le sentiment que, je me trompe, hein, parce qu'il y a des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont d'une maturité incroyable quand vous avez 25 ans et vous croisez une gamine ou un gamin de 12-13 ans dont vous êtes sidéré par sa Mmh. capacité à penser le monde, à l'exprimer, etc. Eugène Radiguet, Rimbaud sont des génies précoces, hein. Colette, voilà, qui a été une écrivaine très, très, très tôt dans sa vie. Donc je veux dire, voilà, mais vous ne rencontrez pas tous les jours des Radiguet et des Colette. Vous rencontrez, voilà, vos copains d'école, etc. Et j'avais besoin d'être nourri par des gens qui avaient déjà, je sais pas comment exprimer ça. Quand j'étais un jeune adulte, quand j'étais plus jeune, bon, quand on a 14, 15, 16 ans, de toute façon, on fréquente ceux de sa classe, hein, ou la classe d'en dessous, c'est des écarts d'âge de 1 ou 2 ans. Mais quand vous rentrez dans l'âge adulte, voilà, vous rentrez dans le vrai monde, vous n'êtes plus dans le cadre scolaire, donc vous allez dans un bar et vous pouvez rencontrer des jeunes, des plus vieux, etc. Moi déjà, j'avais besoin de me confronter à des gens qui avaient à peu près le même âge que moi, en règle générale, et trop d'expérience aurait pu me tétaniser ou me dire, je vais sentir ça comme de la condescendance et tout. Et puis trop jeune, qu'est-ce que tu me racontes et tout. C'est peut-être une bêtise. C'est peut-être une bêtise. Non? Si, peut-être. Mais peu m'importe, c'était mon chemin en tout Mmh cas, moi. mh. Moi, j'avais besoin d'être avec quelqu'un dont je sentais effectivement que son expression orale, sa manière de réfléchir, c'était pas nécessairement la même que la mienne, mais en tout cas pouvait m'enrichir. Moi, je suis un vampire bienveillant, hein. Mmh. Je me bouffe pas l'énergie des autres pour les vider de leur substance, mais pour m'en nourrir, Pour vous etc., et nourrir, ouais. avancer, pour me dire: «Ah, merci de ta lumière, merci de ton éclairage». Donc ouais, effectivement, alors comme je suis hétérosexuel, voilà, si j'avais été homosexuel, j'aurais été attiré par des hommes de mon âge. Là, comme étant j'étais hétéro, j'avais besoin quand même voilà, de rencontrer des femmes dont je me disais que, voilà, on pourrait déjà aborder des sujets, communs. Voilà, pas des sujets générationnels de: «Tu connais un tel?» Ouais, je le vois bien, hein, aujourd'hui, avec nos enfants, des fois, ils me parlent de trucs, j'ignore tout, mais eux aussi. Bien Enfin, sûr. les enfants, des fois, les jeunes, ils nous disent: «Ah, tu connais pas ça?» Et j'ai envie de dire: «Et toi, tu connais ça?» Ouais. «Non», bah, alors là, il me fait pas chier, et voilà. Alors donc peut-être que c'est aussi un peu une paresse, hein, d'être avec des gens dont tu te dis: «Ils sont susceptibles d'avoir, écouté, vu, lu, vécu à peu près, à peu de choses près, les mêmes choses». Donc c'est peut-être ça, je me disais que ça aide à construire le quotidien. Mais parce que le regard de la société est parfois cruel sur le vieillissement des femmes. Plus que celui des hommes. Bien souvent, une femme qui vieillit, elle va perdre en Ouais. visibilité, alors qu'un homme, il va gagner en légitimité. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? L'injustice, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est injuste, oui, oui, bien sûr. Alors maintenant, s'il y a des moyens, techniques encore, technologiques, chirurgicaux, qu'une femme, je sais que c'est des sujets que vous abordez souvent, mais qu'une femme, se dise, «Tant mieux si la science peut m'aider à m'épanouir, à être plus heureuse», voilà. C'est comme tout, dès qu'il y a un Bien sûr. excès, voilà, mais c'est le problème de chacune et de chacun. Mmh. Maintenant, pour parler plus concrètement, effectivement, du regard de la société Mmh. sur le vieillissement des hommes et des femmes, ouais, ouais, c'est vrai, mais je fais le métier qui incarne absolument, totalement, cette idée-là. J'allais y venir parce que dans le cinéma, est-ce que ça participe à invisibiliser les femmes qui vieillissent? Alors que dans la mode, par exemple, il commence à bouger un petit peu Dans le les cinéma lignes. aussi, Ouais. dans le cinéma aussi, heureusement. Ça n'a pas été le cas dans les années, 80-90, 2000, bon avant, je parle même pas avant, mais là, ça change. Ça change, il y a de plus en plus
de rôles qui sont écrits pour des femmes, qui ont passé la quarantaine, cinquantaine, la soixantaine. Et parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui font du cinéma aussi, de plus en plus de scénaristes. Longtemps, la première grande réalisatrice de l'histoire du cinéma, le premier grand réalisateur de l'histoire du cinéma, c'était une femme. C'était Alice Guy. Donc après, évidemment, comme l'histoire est souvent écrite par des hommes, on l'a un peu oublié. Mais des Chantal Akerman, des Agnès Varda, il y en a des Claire Denis, il y en a toujours eu, mais on leur donnait moins la place. Aujourd'hui, ça a tendance à bouger. C'est pas en train de s'inverser, mais ça a tendance à bouger. Donc du coup, comme ces femmes écrivent sur des femmes, effectivement, il y a plus de sujets. Oui, et puis est-ce que le public, parce qu'on parle aussi... Le public, il prend ce qu'on lui donne. Attention au public. Le public... Il y a le côté bankable. Oui, mais le public, Le public, il faut le secouer. Et c'est le but, c'est l'essence même de l'artiste. Bah oui. L'essence même de l'artiste, quel que soit l'art qu'il exerce, c'est de sortir les gens de leur confort. C'est de fédérer autour de son univers et d'amener sur son univers autant de gens que faire se peut. Ça n'est pas de se dire, le public, il attend ça de moi, parce que j'ai fait que de la comédie. Bon, prenons mon exemple tout bête. J'ai joué La Vérité si je mens, j'ai fait 2-3 comédies, et puis tiens, j'ai envie de faire un rôle plus tragique, plus dramatique. Ok ? Et là, tout d'un coup, imagine, tu demandes au public, oh non, la plupart des gens vont dire, oh non, moi je t'aime bien quand tu déconnes. Oh, moi je t'aime bien quand tu déconnes, j'ai pas envie. Donc c'est pas ça être artiste. Être artiste, c'est dire, moi je vais faire un truc et j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît pas, tant pis pour moi, en premier lieu, évidemment, mais j'ai envie de dire, tant pis pour vous. Donc, dans le même ordre d'idées, le public, pendant longtemps, on a glamourisé l'idée que les femmes devaient être comme ça, correspondre à certains schémas, et même peut-être au milieu de ça, même pas peut-être, sans aucun doute, des femmes, des hommes, même des hommes un peu progressistes, dans une sorte de paresse, puisque ce qu'on vous donne à voir, des fois, on ne sait pas comment bouger les choses, le public qui regarde. Et si tout d'un coup, vous savez, il y a un poète qui disait, non pas un poète, un philosophe qui disait, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais méprisez le peuple, bientôt il sera méprisable. Estimez-le, il s'élèvera. C'est-à-dire que quand on est paresseux, et moi le premier, moi si je regarde une émission un peu facile, sur mon canapé, en bouffant des chips, en mangeant une bière, on peut pas boire des chips et manger une bière. Donc c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Quoique une bière, on mange dans son verre, c'est pas une bière. Et donc je regarde un truc, et puis tout d'un coup, je me dis, oh c'est marrant, c'est sympa, c'est des gags, là, les mecs qui se cassent la gueule et tout, on regarde ça. Mais c'est pas grave. On a le droit de faire ça. Moi, j'aime bien, de temps en temps, être oisif. Être paresseux. Oisif, c'est autre chose. La oisiveté, c'est magnifique. La paresse, c'est plus problématique. Mais on peut faire ça. Mais c'est quand ça devient systématique, c'est là où c'est terrible. Donc, de temps en temps, il y a des éclaireurs et tout d'un coup, vous zappez et là, vous tombez sur une émission, sur un gars, sur une nana qui vous raconte quelque chose, qui vous montre quelque chose de différent. Et là, tout d'un coup, vous vous redressez, vous enlevez les chiffres, vous posez votre bière. Enfin, vous prenez la bière, non, parce que c'est bien la bière. Et puis, vous regardez avec plus d'attention. Et tout d'un coup, vous vous élevez. Mais on a toutes et tous envie de s'élever. Mais encore faut-il qu'on nous propose cette élévation. On n'est pas tous à même de pouvoir changer le monde, en proposer des visions différentes, etc. Donc, quand le public, effectivement, on l'habitue à une certaine idée de la femme, mais si tout d'un coup le public, on lui montre, et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui se passe aussi, si on lui montre effectivement d'autres visions, des femmes qui assument effectivement leur âge, leur ride, leur truc, ils se disent, ok, tout d'un coup il y a une tendresse, plus qu'une tendresse, il y a un affect qui s'installe. Et effectivement, longtemps, on a montré l'homme, le vieux séducteur, le Don Juan, qui d'ailleurs, quand vous lisez Don Juan, c'est un personnage absolument épouvantable. Casanova, au moins, il était voyageur, il était sincèrement un peu volage, certes, mais il avait une tendresse pour les femmes. Don Juan, il a juste une tendresse pour la domination. Donc, c'est pas tout à fait pareil, Don Juan et Casanova. Même si, quand vous creusez Casanova, c'est pas non plus... Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui des femmes, des hommes, je veux le croire, qui bougent ces lignes-là et qui disent « sortons un peu de cette torpeur, cette vieille torpeur et patriarcale et un peu misogyne, voire phallocrate et tout, dans lequel il faut regarder les femmes telles qu'on vous les montre. » Donc ça bouge. Je dis pas que c'est gagné, c'est loin d'être gagné. Déjà, l'égalité des salaires, ce serait déjà bien. Mais il y a plein de choses, il y a plein de sujets sur lesquels, en tout cas, les hommes
n'ont plus le droit de regarder le monde avec leur vieux schéma, leur vieux logiciel, et ils doivent le regarder autrement, et en plus de se regarder, s'y engager aussi dans cette lutte. Alors justement, vous êtes très engagé, notamment aux côtés des femmes, que ce soit dans vos prises de parole publiques, au Sénat, à l'ONU, ou encore dans votre soutien à des affaires très fortes comme celle de Gisèle Pelicot. Pourquoi ces engagements ? J'avais fait la préface d'un livre qui s'appelait Le Signalement, parce que je suis très engagé aussi depuis longtemps avec la Voix de l'enfant sur les pédocriminalités, les problèmes d'inceste. Enfin, les problèmes. Avant d'être papa, d'ailleurs. Avant d'être papa, oui. Et beaucoup de journalistes venaient me voir et me disaient, enfin, ceux qui s'intéressaient au sujet, qui me posaient la question, me disaient, Bruno, si vous êtes engagé sur ces sujets, est-ce que vous-même, enfin, prudence oratoire, vous-même, est-ce que vous êtes... Non, stop, je vois où vous voulez en venir, c'est légitime que vous posiez la question, mais c'est pas le cas. C'est exactement ce que j'expliquais au début de notre entretien. C'est que moi, j'ai été élevé dans une famille où les choses étaient dites, où lorsque nous nous posions des questions sur ces sujets-là, comme beaucoup de petits garçons, encore plus de petites filles, mais là, parce que je suis un garçon, j'ai été à un moment sollicité par un professeur de gymnastique dans les vestiaires de l'école, j'ai 8 ans, et qui vient me voir, me dit « je vais t'aider à te changer », etc. Et là, qu'à la main, à un endroit où un adulte n'a pas à la mettre, vis-à-vis d'un enfant. Et tout de suite, je lui dis « Oh, tu fais quoi ?» Voilà, avec mes mots d'enfant, je ne sais pas ce que je dis exactement, mais je l'ai repoussé immédiatement. Cet homme, évidemment, si j'étais tombé sur un fou, un prédateur, un monstre, effectivement, il m'aurait coincé, il n'en aurait rien eu à foutre de ma résistance. Mais en revanche, ce genre d'homme-là, ils s'en vont, et puis ils vont essayer d'en chercher un petit garçon, une petite fille, en fonction de ses goûts, des fois ils aiment les deux, qui n'aura pas la capacité de lui résister. Ouais. Pourquoi j'avais cette capacité ? Parce qu'à la maison, lorsque ces questions-là étaient posées, on m'y répondait. On me parlait de ton corps t'appartient, qu'effectivement il y avait des femmes et des hommes, surtout essentiellement des hommes, à 97%, des hommes qui abusaient, etc. Donc on parlait de ces sujets. Donc au fur et à mesure où j'ai grandi... Et est-ce qu'on vous avait dit comment réagir si ça arrivait oui, ou en pas ? repoussant. Après c'est pas la panacée. Je suis pas en train de dire que des enfants qui ont été agressés... Non, mais j'ai bien compris. Non, ce que je veux dire, c'est que encore faut-il avoir la capacité et savoir à quoi on est confronté lorsqu'un adulte, tout d'un coup, vient vous proposer quelque chose qui vous semble, à vous, pas normal. Parce que l'enfant, très vite, il ferme la porte des toilettes quand il fait pipi. Très vite, l'enfant, quand ses parents même le lavent, très vite, il dit « Non, mais c'est bon, je me lave tout seul ». Il y a très vite, un gamin des 5-6 ans, il sent que certaines parties de son corps, il doit les faire tout seul. Les parents nettoient au début, effectivement, et puis très vite, quand l'enfant réclame cette intimité-là, on lui explique juste, tu te laves bien le kiki, tu te laves bien ta minette, mais tu le fais toi-même. Donc très vite, en fait, quand on parle de ces sujets-là, on est mieux outillé le jour, potentiellement, où on est confronté à ce problème-là. Je suis pas en train de jeter non plus l'opprobre sur les parents qui le font pas. Il y a des familles où on n'ose pas, on ne sait pas quel mot employer, on ne sait pas par quel biais parler de ces sujets-là. Il y a plein de familles, on ne donne pas les moyens à l'école et dans des campagnes de prévention et on donne pas les moyens à certains parents. Et puis c'est aussi encore plus large, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, vous avez commencé par ça, en disant « j'ai reçu beaucoup d'amour ». Oui. Il y a des enfants qui du coup, manquent de confiance en eux, sont pas bien dans leur peau. Et puis la plupart des agressions commises sur des enfants, c'est pas le professeur de gym à l'école, c'est au sein de la famille. 80% des agressions commises sur les enfants, et 75% les petites filles, 25% les petits garçons, c'est au sein même de la cellule familiale. Donc là, quand vous n'avez même pas ce repère-là, le repère de la famille qui vous protège, alors là, effectivement, tout parabolo. Mais tout ça, on en parlait. Donc, moi, en grandissant, c'est des sujets sur lesquels j'ai eu envie de m'investir. J'ai toujours une attention, une vigilance particulière sur le regard de certains enfants, sur leur manière de fuir le regard des adultes, une timidité qui ne me semblait pas une timidité chronique ou neurologique. Et je parle en connaissance de cause. Ma petite fille, notre fille a une timidité un peu neurologique inhérente à ses dysfonctionnements. Mais il y a des timidités dont on sent qu'elles sont le fruit de quelque chose de plus traumatique.
Et très vite, moi, j'ai été comme ça, à l'écoute, à parler quand j'avais 14-15 ans avec des garçons, des filles qui me disaient qu'à la maison, ça se passait pas bien. Très vite, j'ai été le réceptacle de ce genre de paroles. Donc, en grandissant, il m'a semblé assez logique de m'investir sur ces sujets-là dès lors que je l'ai pas fait volontairement. On est venu me voir parce que j'avais parlé de ces sujets-là dans le cadre d'une émission, de la promo d'un film, peu importe. Et là, effectivement, des gens de ces associations sont venus me voir. On me dit, votre discours nous intéresse parce qu'il n'est pas que compassionnel, que c'est terrible, c'est affreux, que à notre époque existe. Je tombais pas de l'armoire quand j'entendais certains sujets. Je tombais pas de l'armoire. J'avais pas l'impression de découvrir la lune. Tout d'un coup, quand j'entendais certains sujets, même les trucs les plus terribles, les choses auxquelles on peut être confronté lorsque vous allez dans ces associations et que vous entendez des témoignages de femmes, d'enfants, je ne tombais pas de l'armoire. Je savais la monstruosité potentielle du monde. Et donc, je me suis dit, effectivement, je fais partie de celles et ceux qui sont à même de pouvoir en parler sur les plateaux. Ouais. Et c'est pour ça que je suis engagé là-dessus depuis longtemps. Et donc, par extension, je l'ai fait avec les femmes, parce que derrière chaque femme battue, agressée, violée, humiliée, tout ce que vous voulez, vitriolée, etc., il y a un enfant. Et vice-versa, derrière beaucoup d'enfants, il y a des femmes. Derrière chaque femme battue, il y a des enfants battus, quasiment à 90%, quoi. Donc, ces sujets sont en corrélation absolue. Ouais. Et est-ce que le féminisme aujourd'hui doit d'abord réparer ou aussi recréer du lien entre les hommes et les femmes? Parce qu'on parle beaucoup d'égalité, mais il semblerait que l'on perde parfois la notion d'équité et de Ouais, vous complémentarité. avez raison. Il doit réparer, ça c'est la première chose. C'est comme, voilà, vous avez un, vous êtes, vous avez un accident, la première chose c'est soigner, c'est réparer. Mais en parallèle, c'est l'accompagnement qui est nécessaire et surtout l'éducation, Mmh. l'éducation de nos garçons. Moi, je ne cesse de dire dans des réunions que il est légitime d'avoir une inquiétude pour nos filles lorsqu'elles sortent, mais il serait tout aussi légitime d'avoir une inquiétude pour l'attitude de nos garçons. Et ça, c'est essentiel. Et Mais justement, en Espagne, il y a 35% de féminicides en moins. C'était le pays qui était l'incarnation même d'une certaine idée du patriarcat et du machisme tout puissant. Macho, c'est un mot d'origine espagnole, latine, mais typiquement espagnole. Eh ben, en Espagne, au travers de la formation des magistrats, des gendarmes, des flics, dans la prévention dans les écoles, beaucoup de sujets, de programmes dessus, etc. Il y a 35% de féminicides en moins qu'il n'y en a en France. Donc, je veux dire, on ne pourra jamais éradiquer totalement ce problème de la violence intrinsèque des hommes vis-à-vis de certaines femmes. Ce sentiment de domination, de pouvoir, d'écrasement, de broyer, une femme. Mais on pourrait l'enrayer très, très, très sérieusement. On pourrait enrayer les armées de masculinistes qui des idéologues sur lesquels on pourra rien faire contre. Mais par contre, tous ces petits soldats qu'ils recrutent, etc., ces petits garçons pas sûrs d'eux et qui croient que c'est au travers une certaine idée de la virilité qu'ils vont pouvoir s'accomplir contre et non pas avec, contre les femmes, mais non pas avec, eh ben ceux-là, on peut les rattraper. Donc, il y a vraiment matière à isoler ces prédateurs dingues, là, ces idéologues du masculinisme. Il y a matière à le faire. Mais il faut prendre le sujet maintenant. Donc, Ouais, parce que moi, j'y crois. vous l'avez dit lors de la table ronde au Sénat sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, vous dites qu'il faut donner des outils aux pères. Ouais. Vous pensez à quoi? Ben voilà, tout simplement les faire sortir de leur logiciel, de comment dire? Cette fierté qu'on a sur nos fils, de les voir séducteurs, cette fierté qu'on a sur nos fils de les voir faire un métier où ils mettent en valeur leur puissance, quelle qu'elle soit, etc. Il faut expliquer que le schéma patriarcal codifié en France, dans d'autres pays, mais en France par Napoléon, par exemple, c'est pas lui qui a inventé la misogynie, hein, mais cette manière de l'institutionnaliser, de la codifier, etc., au travers du sentiment de toute puissance que l'homme est le propriétaire de la famille, le propriétaire du foyer, qu'il a droit quasiment,
presque de vie et de mort sur sa femme et ses enfants, c'est sortir de ce schéma qui a longtemps été infusé chez plein d'hommes qui pensent qu'effectivement un homme ça doit être comme ci et une femme ça doit être comme ça. Eh bien, mais oui, mais c'est un travail. Oui, non, c'est un mais je suis travail de d'accord, longue mais haleine. concrètement, en outil, comment est-ce qu'on peut... Prévention, Ouais. parler avec eux, aller les obliger à regarder, je sais pas, l'affaire Laura Stern, Kerrer, la série espagnole, adolescence, regarder des sujets là-dessus, ne pas détourner le regard lorsque, effectivement, leur apprendre à écouter celle qui souffre et ne pas tout de suite se mettre dans la position de oui, mais pas moi. Hmm. Ça, c'est une réaction comment dire, d'un puéril absolu. Oui, mais pas tous les hommes. Oui, mais on n'est pas en train de te parler de toi. Et tu veux pas une médaille non plus. C'est la moindre des choses de pas agresser ou de pas mal parler aux femmes. Non, il faut tout d'un coup leur apprendre à écouter que la douleur de l'autre est plus importante que la non-culpabilité de soi, quoi. Et pour ça, effectivement, il faut prendre les hommes, certains hommes, et nous les premiers. Nous, les hommes qui ont conscience de ça, on est quand même un certain nombre. Moi, parce que moi, je suis sous les feux de l'actualité parce que ma pomme, elle est un peu connue. Mais je suis pas seul. Je travaille avec David Pellico. Je peux vous parler je vais citer personne parce que je ne veux impliquer personne qui n'aurait pas nécessairement envie de s'impliquer sous les projecteurs dans ces combats-là. Mais j'en connais des hommes Ouais. dans mon entourage qui sont totalement imprégnés de cette idée-là. Eh ben, c'est à chacun de convaincre le copain que la petite remarque sexiste qui paraît si innocente, en fait, elle est ultra vexatoire, qu'elle contribue à humilier une femme qui se sent pas, toutes les femmes ne se sentent pas encore la force, presque la légitimité de dire oh comment tu me parles toi. Il y a des femmes qui de plus en plus, parce qu'elles savent qu'elles ont les outils maintenant pour le faire. Mais il y a des femmes encore qui sont encore un peu tétanisées par un patron, par un chef de service, par un collègue, par un voisin, parlons même pas des maris, des compagnons, mais et dire à ces hommes-là, mais ce que tu viens de faire, tu peux plus. Tu ne peux plus, tu n'avais pas le droit de le faire avant. Voilà. Donc c'est de l'éducation sans cesse. Et les outils, c'est oser dire aux hommes, bah voilà, tiens, voilà, ma femme qui me dit, oui, oui, je sais, tu connais tout, t'es très, très branché sur le sujet. Mais lis quand même ce livre. Voilà, se questionner, vraiment se remettre en question, se dire même si je pense que je suis comment dire vertueux sur ces sujets, sans cesse être vigilant que les hommes se remettent un peu plus en question qu'ils ne le font. Et pour ça, il faut que les politiques aussi, ceux qui ont les pouvoirs de faire passer les lois. Vous savez quand Simone Veil elle a fait passer la loi sur l'avortement, sur l'IVG, c'est parce que 3 ans avant, en 72, il y avait eu le procès de cette femme qui avait avorté, etc., et qui a finalement été acquittée, alors que c'était un délit puni d'emprisonnement, et que elles étaient mis au banc de la société. Et parce que la société civile a bougé, parce qu'elle a fait bouger les consciences, et qu'il y a des hommes qui ont dit, oui, c'est vrai, après tout, les femmes ont le droit de disposer de leur corps, mais merde, les femmes, elles le savaient depuis longtemps, mais elles le cachaient, elles avortaient en loose day, et il y a des hommes qui sont intéressés, et des femmes, et qui ont amené ça au Parlement. Et là, Simone Veil s'est appuyée sur ce truc civil pour faire passer la loi. Et voilà, donc c'est aussi à nous de nous réveiller, de faire en sorte que les politiques, et notamment les hommes, prennent conscience de ça et que ça soit le sujet qui était censé être le sujet du deuxième quinquennat principal de Emmanuel Macron, et qu'il a laissé tomber au profit voilà, des rustines qu'il a mis sur l'économie, sur tout ça, machin. Et il a abandonné ce problème de santé publique qui est essentiel. Après, considérer qu'une femme est une femme et un homme est un homme, avec nos qualités, avec nos aspirations, nos inspirations, avec nos spécificités, il n'est pas question de ça. Par contre, effectivement, il y en a qui disent c'est du wokisme, moi ça me fait chier. C'est pas du wokisme que d'apprendre à un garçon que s'il a envie de jouer à la dinette, c'est pas si grave, et que les filles peuvent jouer aussi avec des voitures. Bon, alors maintenant les enfants, là, de ce point de vue-là, même si on dit ils sont tout le temps sur leurs écrans, les gosses, pour le coup, ça, il y a eu une certaine égalité qui s'est installée dans les jeux des enfants. Moi, quand j'étais petit, effectivement, vous voyez, moi j'ai grandi pourtant dans une famille assez progressiste sur ces sujets. Bah, c'est vrai que moi je jouais plus souvent aux soldats mais et assez aux petites naturellement. voitures. Assez naturellement, mais parce que naturellement, je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça, c'est-à-dire que ça me venait pas
dans une sorte de mémoire, d'inconscience presque reptilienne, de me dire: «Tiens, j'ai joué à la dinette» et j'ai joué pourtant avec la dinette parce que comme on était dans la même chambre avec ma sœur, de temps en temps, elle me disait: «Tu veux pas m'aider à préparer le repas et tout? Tu veux pas m'aider?» Elle me piquait mes Big Jim, moi je lui piquais ses Barbie pour leur faire des câlins et tout et je veux dire, voilà, donc parce qu'on était ensemble et je me suis rendu compte que parce qu'on était ensemble, parfois on partageait les mêmes jeux, mais d'instinct, plus que naturellement, d'instinct, j'allais plutôt vers des jeux de garçons. Ben moi, je trouve pas ça si wokiste que ça, Non. de dire à un petit garçon: «Dis donc, sois pas gêné si tu as envie de jouer avec les poupées de ta sœur et toi, si tu as envie de jouer avec» voilà. Bon, maintenant, les enfants, ils jouent plus avec des jouets. Ça n'existe plus, les jouets, quasiment, je crois. Bon, sauf quand ils sont tout petits. Mais maintenant, ils sont tous avec des tablettes, des trucs et tout. Donc, de ce point de vue-là, ça, c'est équilibré. Les jeux reviennent. Hein. Les jeux de société, mais les jeux Oui. de société, par définition, ça se fait ensemble. Ça se fait ensemble. Alors, on va attaquer les 2 dernières questions. Est-ce qu'il y a des choses que les femmes vous ont appris qu'aucun homme ne vous aurait appris? Une certaine, moi je peux être soupolé de temps en temps, je peux vite monter dans les tours, une certaine tempérance, effectivement. Les hommes, se sentent moins, impliqués dans l'idée de te dire de se calmer, par exemple. Mmh. Tu t'énerves, ça peut faire marrer les copains et cetera, on monte dans les tours. Les femmes, elles ont peut-être cette capacité à vous dire justement ce que je disais tout à l'heure, genre: «Regarde-toi, tu montes dans les tours, tu es ridicule quoi, calme-toi» et tout. Donc une certaine idée de la modération, de la tempérance, je pense que c'est, inhérent à les femmes sont plus à même de pouvoir vous calmer. Voilà. Et Mais à bon, vos je suis même pas sûr de ça. Je suis même pas sûr de ça, que ce soit les femmes qui me l'aient appris. Enfin, moi, j'ai toujours été à l'écoute de ce que me dit l'être humain qui est en face de moi. Je fais pas tellement de distinguo dans mes manières de discuter avec une ou un. Donc cette question-là, fondamentalement, je me la suis très tôt pas posée. Quand je parlais à ma mère, c'est parce qu'elle était en face de moi. Mais je pouvais lui poser les questions que d'aucuns auraient considérées comme des questions qu'on pose à son papa, et vice-versa. Par exemple, ma maman, très vite, elle se posait pas la question de savoir si j'étais un garçon ou une fille. C'est moi qui allais acheter ses serviettes hygiéniques à la pharmacie. Et je me souviens, les premières fois où j'allais à la pharmacie acheter des Tampax et qu'on me regardait. «Bonjour, oui, tu veux quoi?» «Je voudrais les Tampax, des régulars». Je m'en souviens très bien. Et ma maman se posait pas la question de se dire: «J'envoie mon fils acheter». On est dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, hein. On est en 74, 75, 76. Donc ces sujets-là sont pas abordés avec la même liberté qu'aujourd'hui. Et ma maman, elle me dit: «Tiens, tu vas aller m'acheter ça, Lupin, des trucs, et puis tu me prendras les Tampax». Et moi, j'arrivais, et je sais, pour être allé de temps en temps à la pharmacie, avoir eu des regards, «Oh, bah, dis donc, on s'étonnait que» donc voilà, ma maman se posait pas cette question genrée. Et moi, je me la pose pas non plus. Et à vos yeux, qu'est-ce qu'un homme accompli aujourd'hui? A compris? Accompli. Un homme accompli? Ouais. Bah, c'est un homme qui est tout simplement, qui ne se sent pas obligé d'être ni devant, ni derrière, comme certains hommes croient que certaines femmes veulent les relayer à l'arrière. Non, mais sur la même ligne. Un homme accompli, c'est quelqu'un qui est sur la même ligne et qui regarde le monde avec la même, le même espoir et les mêmes inquiétudes, mais sur la même ligne, sans se positionner en tant qu'homme, mais en tant qu'être humain. Voilà, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec celles et ceux qui l'entourent, quoi, il me semble. Un Pas grand simple, hein. merci Bruno pour cet Merci. échange, pour nous avoir délivré avec autant de passion et d'engagement. C'était un vrai bonheur. Je rappelle qu'on retrouve votre livre Le Voyageur d'histoire qui est paru en poche. Ouais, je qui crois. part en poche aux éditions Rocher, où je raconte, je vais à la rencontre de gens qui sont en rapport très intime de l'histoire avec moi. Des voyages que j'ai faits, des questionnements que je me suis fait, voilà, des gens qui me passionnent. Ça va de Rabelais, la comtesse de Ségur, en passant par Artemisia Gentileschi, Cléopâtre, ou Eugène Bullard, ou Bria Savarin, ou Jacques de Molay. Voilà, il y a autant d'hommes que de femmes, et je vais les voir dans leur quotidien à un moment donné de leur existence, et je me fais passer pour un voisin, un commis, un disciple, en leur disant pas que je viens du futur, parce que j'aurais trop peur qu'ils me posent la question fatale. Ouais. Mais alors, ça finit comment pour moi, Marie-Antoinette, le jour où elle vous pose cette question? Et donc, voilà, et voilà, c'est un livre, c'est mon rapport intime à l'histoire, qui est un peu différent des émissions d'histoire qui sont plus des émissions de transmission et de pédagogie. Là, c'est mon rapport intime à des personnages historiques qui m'ont marqué.
Merci Bruno. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et dans un élan de générosité, vous pouvez également mettre un 5 étoiles, ça nous aidera beaucoup. 5 sur vous. Merci Bruno. Merci Virginie.